Alors, on va regarder 3 thèmes, 3 conférencières, donc 3 thèmes. Les transitions familiales en 2020, la recomposition familiale et les conflits sévères de séparation. Alors, le premier thème, en fait, on n'arrête pas de le dire, hein, la famille est de plus en plus diversifiée, elle est plurielle, tant dans ses origines, ses structures. On a des familles biparentales intactes, on a des familles monoparentales, on a des familles recomposées. On a des parents qui sont mariés parfois, mais de plus en plus, en fait, une majorité d'enfants naissent dans des familles où les couples ne sont pas mariés. On a des parents de même sexe, on a des parents de sexe différents. On a des enfants qui sont conçus avec l'implication d'un donneur de gamètes. On a des enfants qui ont plus de 2 parents, voire une mère porteuse. Alors, on sait que la source de cette diversification-là, c'est beaucoup la question de la précarisation des relations conjugales, mais c'est aussi l'amélioration, le développement des techniques de reproduction assistée, l'augmentation aussi des préoccupations pour les droits des couples de même sexe. C'est aussi le fait qu'avoir un enfant, c'est souvent un projet d'amoureux, mais c'est aussi quelque chose qui peut se produire en dehors d'un projet où on est en relation de couple avec quelqu'un. Alors donc, c'est aussi toute la montée de personnes qui souhaitent avoir des enfants et qui vont finalement être à la recherche d'un coparent. Donc, concrètement, nous, on va se centrer sur la question des structures familiales. Concrètement, à quoi ça ressemble dans les faits, cette diversification familiale-là? Bien, d'abord, selon les données du dernier recensement, on a 60 de familles biparentales intactes, on a 10 de familles recomposées et on a 30 de familles monoparentales. Alors, à chaque recensement, la proportion de familles biparentales intactes diminue. Alors là, ça, c'est comme une photo de la structure des familles. Maintenant, si on regarde, on essaie de faire une vidéo de la vie des enfants, on voit qu'au Québec, à l'âge de 17 ans, 40 des enfants ont connu la séparation de leurs parents. Donc, ça commence à faire une proportion qui est relativement importante. Que pense en fait la population de cette diversité familiale-là? Donc, on a fait une étude auprès de la population québécoise et on a questionné les gens sur toutes sortes d'indicateurs. Donc, je vous en cite quelques-uns. Donc, 87 des gens sont d'accord, par exemple, que les parents aujourd'hui se séparent trop facilement. On a tenté de voir quelle représentation la population a des familles séparées versus traditionnelles. Traditionnelles, ce n'est pas notre terme de chercheur, mais c'est le terme qui était bien compris là, par la population. Donc, on présentait un certain nombre de descripteurs, puis les gens devaient les associer à différentes structures familiales. Alors, les résultats nous montrent que des caractéristiques plus positives sont associées aux familles biparentales intactes, c'est-à-dire les 2 parents biologiques ou adoptifs et leurs enfants. Par exemple, on dira des familles intactes qu'elles sont stables, qu'elles sont sécurisantes. On va dire, par contre, que les familles monoparentales sont plutôt complexes, voire stressantes, que les familles recomposées sont complexes elles aussi et qu'elles sont conflictuelles. On a demandé aussi aux gens, est-ce que les enfants dont les parents sont séparés vont subir les conséquences négatives de la séparation toute leur vie? Donc, on voit qu'une majorité de Québécois sont en désaccord avec cette opinion, mais quand même, vous voyez avec le graphique là, que l'opinion quand même est partagée. C'est important de voir aussi que 3 Québécois sur 4 considèrent en fait que ce n'est pas tant la séparation des parents, mais bien le conflit qui peut perdurer qui va être dommageable pour les enfants. Quittons maintenant les Québécois pour regarder, par exemple, l'évolution de l'opinion des Américains, donc une étude qui vient de sortir, là, un sondage tout récent, où on a demandé, dans le fond, la diversification des arrangements familiaux que les gens vivent. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Donc, ce que l'on voit, c'est qu'en 10 ans, donc depuis 2010, il y a beaucoup plus de personnes qui pensent que finalement, ça ne fait pas de différence, cette diversification-là. C'est assez stable du côté de c'est une bonne chose, environ le tiers des personnes pensent ça, et il y a vraiment une diminution de la proportion des personnes qui pensent que c'est une mauvaise chose. Donc, on voit que cette diversification-là est associée à une opinion qui est de plus en plus là, positive. On peut se demander, d'accord, dans les faits, en fait, comment vont les enfants qui vivent finalement cette diversification-là? Alors, je vous ai mis, donc, c'est vraiment des résultats tout chauds qui sortent là, de notre enquête longitudinale auprès des parents séparés recomposés du Québec. Donc, ce que ça illustre,
c'est l'adaptation des enfants, donc ceux qui ont 6 à 13 ans, dont les parents sont récemment séparés, donc moins de 2 ans. Alors, on a demandé aux parents d'évaluer, en fait, à partir d'un certain nombre d'indicateurs, comment vont leurs enfants. Alors, sur la ligne du bas, vous avez une échelle graduée qui va de 0 à 12. Donc, 0, ça veut dire aucun problème d'adaptation, puis 12, c'est plus difficile. Alors, vous voyez, en fait, que les scores, les résultats des parents vont beaucoup plus dans le sens des scores qui montrent que l'enfant va relativement bien, qu'il n'y a pas de difficultés particulières. Je vous donne un autre indicateur. Donc, c'est un domaine d'étude, les structures familiales. On a beaucoup tendance à contraster, à comparer les enfants selon la structure familiale dans laquelle ils vivent. Je suis désolée, là, la diapo là, est en anglais. Donc, ici, on a demandé à des parents américains, qui sont très nombreux, 84 000, est-ce que vous considérez que votre enfant n'a pas une excellente ou une très bonne santé? Donc, on voit que les parents qui sont en famille biparentale intacte sont ceux qui considèrent le moins que leurs enfants n'ont pas une excellente ou une très bonne santé. Et de façon régulière, dans ces études-là, on va voir que les parents de familles séparées, monoparentales ou recomposées vont obtenir des proportions un peu plus élevées. Donc, ce que nous ont appris, en fait, des décennies de recherche sur l'adaptation des enfants à ce type de transition familiale-là, c'est que, grosso modo, dans les familles biparentales intactes, 10 des enfants ont des problèmes d'adaptation ou de développement. Cette proportion-là est de 25 chez les enfants qui ont connu la séparation de leurs parents et de 30 chez les familles recomposées. Donc, ce qu'il faut aussi ajouter à ces chiffres-là, c'est que, dans le fond, de façon globale, le niveau d'adaptation des enfants dont les parents sont séparés est plus faible que celui des enfants dont les parents ne sont pas séparés. Donc, la séparation des parents a peu de conséquences positives, indépendamment, je dirais, des indicateurs qu'on peut utiliser, que ce soit l'école, les problèmes de comportement, les problèmes psychologiques ou des problèmes de santé. À une exception près, ce seraient les enfants qui, lorsque les parents sont ensemble, sont des enfants qui sont exposés à des conflits qui sont intenses, chroniques et manifestes. Donc, au moment de la séparation, ces enfants profitent en fait de l'alcalmie lorsque les conflits cessent, bien entendu. Un autre élément très important, c'est que même si l'adaptation des enfants qui ont connu la séparation est plus faible que celle des autres, il faut se demander, est-ce que les différences sont importantes? Et ça, c'est important de retenir ça. C'est qu'en fait, l'ampleur des différences, elle est généralement faible ou modérée. Donc, on n'observe pas de grosses différences entre ces groupes d'enfants-là. Des études ont montré aussi que la transition familiale qui a le plus d'impact sur l'adaptation de l'enfant, si on compare notamment la séparation versus la recomposition, c'est vraiment la séparation des parents. Une autre chose qui est importante de retenir aussi, c'est que c'est aussi le nombre de transitions, le nombre de changements que l'enfant vit qui va avoir un impact sur son adaptation. Donc, l'enfant qui connaît la séparation de ses parents, c'est une transition. Par contre, s'il y a une recomposition, ça fait une deuxième transition. Si le couple recomposé décide de se séparer, ça fait une troisième transition. Donc, il faut aussi tenir compte du nombre de transitions. Un autre élément aussi, c'est qu'il y a des variations importantes sur le plan de l'ampleur des difficultés et sur le plan de la durée des difficultés. Souvent, dans les études, on va mettre tous les enfants dans le même bateau, puis on tire des chiffres, des moyennes, etc. Mais en réalité, il y a des trajectoires, en fait, dans la façon dont l'adaptation de l'enfant évolue, où on va retrouver plutôt des sous-groupes d'enfants. Donc, des enfants pour qui ça va être plus difficile, des enfants pour qui ça va être beaucoup moins difficile. Alors, c'est important de comprendre qu'il y a une diversité sur ce plan-là. On n'est pas capable de dire qu'il y a un âge où c'est plus facile. Est-ce que c'est plus facile pour les garçons ou pour les filles? On pense que chaque âge a ses propres vulnérabilités. Par contre, les travaux, je dirais, de la dernière décennie ont quand même souligné que le fait de connaître la séparation des parents alors qu'on est petit, on pourrait dire en bas de 6 ans, voire enfant, donc avant l'adolescence, ça peut être un impact plus grand là, sur l'adaptation. Alors, donc là, on a vu que oui, la famille change, l'opinion de la population à l'égard des arrangements familiaux change. On voit que les enfants qui sont dans ces conditions-là vont relativement bien qu'on puisse voir quand même certains écarts. Maintenant, on peut se demander, est-ce que le droit de la famille suit la cadence des changements familiaux?
Il faut savoir que les parents se séparent de façon de plus en plus précoce et que les parents séparés ont tendance à former une famille recomposée. Donc, pour un enfant dont les parents se séparent, la probabilité de vivre avec un beau-parent, elle est très probable, comme l'illustre à nouveau ce graphique où on voit qu'à l'âge de 17 ans, 30% des enfants québécois ont vécu à un moment ou un autre de leur enfance ou de leur adolescence avec un beau-parent. Donc, on est dans des situations, des structures familiales qui sont relativement fréquentes. Donc, un des grands enjeux sur le plan du droit de la famille qui fait l'objet de beaucoup de discussions, c'est vraiment la question de la reconnaissance du statut de beau-parent dans le droit et on pourrait dire même la reconnaissance des droits des enfants qui vivent au sein d'une famille recomposée. Alors, il y a eu une étude qui a été réalisée, qui a analysé la situation dans 18 pays, qui a été réalisée par Moté, qui montre que la reconnaissance et la protection de la relation beau-parent-enfant, ça varie grandement selon les juridictions, que ce soit de voir est-ce que le beau-parent a un statut particulier, quels sont ses droits, quelles sont ses obligations. Au Québec, dans le Code civil, il n'y a pas de reconnaissance de la beau-parentalité ou de la recomposition familiale, contrairement à d'autres provinces ou territoires canadiens. Ça, c'est sûr que ça, c'est quand on regarde le droit de la famille. Goubeau et Chabot ont mené une analyse plus extensive où ils ont regardé notamment des législations en dehors du droit de la famille et aussi des règlements. Et ça a montré qu'une quarantaine de ces dispositifs-là pouvaient reconnaître la recomposition familiale là, dans leur contenu. Il en demeure pas moins que dans le droit de la famille, bien, on ne parle pas de recomposition familiale. Alors, il y a quand même des accélérateurs, on l'a vu, la croissance démographique des familles recomposées. On voit aussi que l'évolution de l'opinion de la population, bon, donc c'est en changement. En même temps, cette opinion-là n'est pas nécessairement monolithique. Il faut savoir que pour les Québécois, la famille recomposée n'est pas vue comme une structure familiale qui a moins de valeur. Et les Québécois sont d'accord d'accorder plus de droits aux beaux-parents, par exemple d'aller consulter le médecin avec l'enfant, d'aller chercher le bulletin, etc. On est d'accord qu'il ait plus de droits, mais on n'est plus partagé sur le fait qu'ils aient tous les droits, finalement, des parents. Maintenant, si on regarde les freins à la reconnaissance du statut de beau-parent et de la recomposition familiale, un élément qui est vraiment important, c'est la question de l'idéologie de la famille intacte. Donc, c'est une idéologie qui demeure, même si la notion de parent ne peut plus se réduire à celle des parents biologiques. Donc, c'est une croyance, l'idéologie de la famille intacte, c'est vraiment une croyance qui est portée par de nombreux acteurs et de nombreux professionnels qui influencent la manière dont les familles se perçoivent elles-mêmes. On voit que le droit et les politiques publiques ont vraiment la difficulté à suivre la cadence des changements familiaux. Les analystes voient que le droit de la famille à travers le monde, finalement, est vraiment sous tension parce qu'il est comme pris entre deux éléments, qui est d'abord ses racines, où on voit vraiment la famille traditionnelle, un couple marié, un couple hétérosexuel, et une réelle volonté de vouloir reconnaître et de partager finalement les familles en diminuant le poids du statut du couple, de l'orientation sexuelle et aussi du nombre de parents qu'un enfant peut avoir. Donc, on s'entend là-dessus, mais où c'est vraiment difficile, c'est pas juste l'objet de débat, mais c'est aussi l'objet d'incertitude, c'est comment le faire. Donc, les lois et les politiques publiques aident à définir, en fait, la normalité, la déviance. Puis actuellement, on envoie des messages contradictoires aux familles recomposées qui, dans certaines circonstances, sont reconnus, par exemple dans la fiscalité ou face à certains règlements ou d'autres lois, et dans d'autres ne le sont pas. Donc, c'est sûr qu'une vision plus ouverte de la parentalité, ça va permettre de donner de la place aux beaux-parents dans la vie de tous les jours, mais pour le moment, ça a peu d'écho dans le droit. Un autre élément qui freine la reconnaissance des familles recomposées du statut de beaux-parents, c'est vraiment que la recomposition familiale, ce n'est pas une réalité qui est homogène. Et je vais le prendre sous l'angle de la façon dont les beaux-parents jouent leur rôle. Donc, on peut vraiment mettre ça sur un continuum. Imaginez à gauche, vous avez le nouveau partenaire d'un parent qui est vraiment très investi dans la sphère conjugale, mais son investissement s'arrête là. Ensuite, on a des beaux-parents, ils sont nombreux, qui ont un rôle de soutien
auprès du parent, voire auprès de l'équipe parentale, donc les deux parents de l'enfant, mais il y a un rôle de soutien, donc c'est un rôle qui est plus secondaire. Ensuite de ça, on a les beaux-parents qui occupent vraiment une fonction parentale et qui, là, vont jouer dans toutes les sphères de ce que fait un parent auprès de son enfant. Et complètement à droite du continuum, on a vraiment des beaux-parents qui sont des parents de substitution. Donc, cette diversité-là fait que lorsqu'on veut donner des droits ou un statut particulier aux beaux-parents, on doit faire face à une réalité qui est diversifiée. Donc, je vais terminer finalement en présentant les problèmes que ça engendre, en fait, l'état actuel du droit par rapport à la recomposition familiale. Le premier élément, c'est vraiment que la représentation, et il y a une définition de la famille qui est très limitative actuellement dans le droit. Donc, le beau-parent n'est pas défini ou très souvent, dans le fond, on se limite aux parents biologiques ou adoptifs de l'enfant. Donc, on a besoin de définitions qui sont plus inclusives, qui vont éviter que des enfants vivent des ruptures aussi inutiles. Un deuxième élément, je l'ai déjà commencé à l'aborder, c'est la question de la résistance du droit à reconnaître la multiparentalité, qui a des effets, par exemple, comme le fait de créer des catégories d'enfants. Je vous donne juste l'exemple d'un couple recomposé qui décide d'avoir un enfant ensemble, mais au sein de cette même famille, il va y avoir deux catégories d'enfants qui n'auront pas les mêmes droits en cas de rupture du couple, en cas de décès, etc. Un autre élément, c'est que l'autorité parentale au quotidien et le choc de la réalité versus l'autorité parentale que peut détenir finalement un beau-parent. Alors donc que de nombreux enfants vivent en famille recomposée, qu'on a plein de beaux-parents qui jouent des rôles parentaux au quotidien, qui sont dans les cliniques médicales avec les enfants, etc. On ne peut pas partager l'autorité parentale avec d'autres personnes que les parents. Donc, sauf le beau-parent qui serait dans une position vraiment de substitution, mais ça, c'est vraiment une sorte particulière, si je peux m'exprimer ainsi, là, de beau-parent. Et finalement, il y a une absence de protection juridique en cas de dissolution du couple recomposé. Par exemple, si le couple se sépare, actuellement, comment on va protéger la relation que l'enfant a pu développer avec ce beau-parent-là? Donc, par exemple, le maintien des contacts. Et s'il y a un décès, comment l'enfant pourrait avoir droit à l'héritage, etc. Donc, l'ensemble de ces problèmes, ça montre comment la non-reconnaissance du statut de beau-parent, de la recomposition familiale, ça peut vulnérabiliser les enfants de familles recomposées en les privant de ressources sociales, affectives, mais aussi économiques. Donc, il nous apparaît là qu'il est grand temps là, d'accorder plus de place, plus de droits à la famille, d'accorder finalement le droit de la famille là, aux réalités là, contemporaines. Donc, on va maintenant continuer sur la thématique de la recomposition familiale en allant vraiment maintenant traiter des particularités de ces familles et d'une façon innovante de les soutenir. Je passe la parole à Claudine Parent. Oui, bonjour à tous. Alors, ça me fait plaisir d'être ici pour effectivement poursuivre sur le thème de la recomposition familiale. Alors, ce qu'on sait, c'est que les familles recomposées font face à des enjeux d'adaptation qui peuvent provoquer des difficultés suffisamment importantes pour amener les couples à envisager une nouvelle séparation. Alors, pour éviter que les situations familiales ne dégénèrent, la prévention est un type d'intervention à considérer. Prenons le temps d'explorer ce type d'aide avec les familles recomposées. Alors, voilà. Dans un premier temps, examinons ensemble les défis auxquels les couples, les parents et les beaux-parents sont confrontés. En fait, il y a 5 défis qui seraient susceptibles d'influencer la satisfaction conjugale et la stabilité de ces familles. Le premier défi, c'est d'avoir des attentes réalistes pour éviter des déceptions, notamment sur le temps qui est nécessaire à la construction des relations entre le beau-parent et l'enfant du partenaire. Comme deuxième défi, c'est celui de conjuguer l'ambiguïté des rôles parentaux et beaux-parentaux avec le développement de la relation amoureuse naissante. En fait, l'évolution conjointe de ces relations au sein d'une structure familiale aux repères encore imprécis est porteuse de stress important au sein de ces familles. Troisième défi, développer une relation beau-parentale de qualité avec l'enfant du partenaire. Bien sûr, si la qualité de la relation conjugale reste un facteur puissant pour prédire les risques de séparation, ces risques s'accentuent lorsque la relation entre le beau-parent et l'enfant du partenaire est problématique.
En effet, les couples recomposés les plus vulnérables seraient ceux qui vivent à la fois de la satisfaction conjugale et des tensions dans la relation beaux-parents-enfants. Quatrième défi, concilier, en fait transiger de manière constructive avec l'autre parent des enfants. Il y a des études qui ont montré que même lorsque les irritants associés aux ex-conjoints ne sont pas importants ou aigus, ils demeurent une source de stress qui rend la vie plus difficile pour les couples qui recomposent une famille. Enfin, cinquième défi, avoir de bonnes habiletés de communication et de résolution de problèmes pour faire face aux difficultés qui se présentent dans la famille. Bien sûr, de bonnes habiletés de communication et de résolution de problèmes sont un facteur déterminant dans la satisfaction conjugale, peu importe la forme familiale, mais la complexité du réseau relationnel de la famille recomposée exige souvent que les couples aient encore plus d'habiletés sur ce plan. Plusieurs experts considèrent que les couples de familles recomposées ont besoin d'informations susceptibles de les soutenir face à ces défis. De plus, même si les programmes d'éducation ont démontré leur efficacité dans la prévention des difficultés conjugales, il apparaît que peu de couples qui projettent de vivre ensemble y participent. C'est le manque de temps, les problèmes reliés à la garde des enfants ou à la distance qui sont parmi les raisons le plus souvent invoquées pour expliquer le faible taux de participation. Pourtant, ceux qui ont recours à une forme ou à une autre de prévention jugent que cela leur est utile. Aujourd'hui, Internet joue un rôle de pivot dans l'information offerte autant dans les sphères professionnelles et sociales qu'amoureuses. Il y a des enquêtes aux États-Unis, au Canada ou en Europe qui ont montré qu'Internet est de plus en plus utilisé par le grand public pour chercher de l'information ou du soutien lorsque des difficultés se présentent dans leur vie. Par exemple, il y a une étude qui a été menée auprès de 1081 parents qui révèle que 76% d'entre eux rapportaient avoir utilisé Internet pour trouver de l'information sur des difficultés qu'ils pouvaient éprouver au niveau parental. Il est indéniable que les ressources en ligne possèdent plusieurs avantages. Elles sont un moyen rapide d'obtenir de l'information, elles sont accessibles en permanence, elles peuvent être consultées dans l'intimité du domicile, palliant ainsi les difficultés reliées au transport, aux conflits d'horaire et même à la stigmatisation qui est souvent perçue envers les programmes de prévention qui sont offerts en face à face. Il est important que les parents ou les familles qui puissent consulter ces ressources en ligne puissent avoir des informations fiables pour gérer les principaux défis qu'ils vivent au quotidien. Il y a quelques années, notre équipe a réalisé une étude visant à évaluer et analyser l'information francophone destinée aux couples, parents et beaux-parents qui vivaient dans une famille recomposée. On voulait vérifier si ces informations étaient complètes, conformes aux données scientifiques relativement aux défis que je vous ai cités précédemment, puis réputer ces défis-là avoir une influence sur la stabilité des couples. Je vous dirais que nos résultats étaient vraiment rassurants car ils montraient que dans l'ensemble, les informations présentées sur les sites recensés étaient généralement conformes aux résultats d'études portant sur les enjeux adaptatifs vécus par les couples, les parents et les beaux-parents de familles recomposées. Il reste cependant un problème de taille pour ceux qui cherchent des outils leur permettant d'affronter les défis de la recomposition familiale, puisque ces informations demeurent sommaires ou partielles. Ça a des conséquences pour les familles. À titre d'exemple, dans notre étude, les enjeux adaptatifs se limitaient généralement aux enfants et aux beaux-parents, alors que peu était dit à ce sujet pour le parent. Pourtant, le parent est confronté à plusieurs enjeux, dont le principal est sans aucun doute celui de savoir comment se conduire pour faire face aux revendications parfois contradictoires de ses enfants et de son nouveau conjoint. Il peut aussi être confronté au désir de changement de son nouveau conjoint qui cherche à s'intégrer à la famille, alors que le statu quo lui paraît préférable s'il veut éviter les conflits avec son ex-partenaire. Les enjeux relatifs aux parents non gardiens n'étaient pas non plus abordés directement. Pourtant, son implication comme parent des enfants reste un élément important à considérer, puisqu'il fait partie intégrante de la constellation familiale. Il est par exemple possible de se demander quelle est sa place dans un contexte de recomposition familiale.
On peut penser que ces omissions pourraient avoir tendance à remettre la responsabilité de la réussite de ces familles majoritairement sur les épaules des beaux-parents et, dans un second temps, sur celles des enfants. D'ailleurs, la relation beaux-parents-enfants est le plus souvent décrite comme étant très complexe et difficile, ce qui peut avoir pour effet de décourager le nouveau conjoint de vivre un jour une relation satisfaisante ou épanouissante dans son rôle de beau-parent. En fait, l'enjeu dans les publications sur Internet, c'est de rendre compte de la réalité des familles recomposées sans qu'elles ne soient noircies ou embellies, et ce, dans un texte qui se doit d'être concis. Les Américains y ont répondu à ces contraintes en développant des sites où il était possible de retrouver à un seul endroit les informations et stratégies capables d'aider les adultes à mieux vivre la recomposition d'une famille. Inspirée par ces expériences, notre équipe, composée de chercheurs, de cliniciens, de partenaires du milieu communautaire, a développé un premier site francophone sur le sujet. Le but est de fournir une expérience éducative en ligne aux couples parents afin qu'ils puissent enrichir leur connaissance de la recomposition familiale ainsi que leur habileté à communiquer et à résoudre leurs problèmes. La première page du site Internet permet d'accéder aux 4 modules intitulés « Communication, famille, couple et parentalité ». Une animatrice accueille le participant dans chacun des modules. Elle lui présente les objectifs du module ainsi qu'un bref résumé de son contenu. La même animatrice apparaît à différents moments sur le site pour guider les participants à travers les thèmes abordés puis les activités qui sont proposées. Comme activité, il y a par exemple des questionnaires, dont l'un porte sur les mythes associés à la recomposition familiale. Il y a des jeux interactifs permettant à chacun des conjoints d'évaluer sa connaissance de l'autre, ce qui permet de favoriser l'amitié et l'intimité dans le couple. Il y a aussi des animations commentées qui décrivent le développement habituel de toute recomposition familiale. Enfin, il y a des vidéos qui permettent l'enseignement d'habiletés de communication et de gestion de problèmes. Il y a aussi des textes qui sont disponibles en complément de ces activités. Ils abordent, par exemple, les thèmes de la coparentalité, du partage des rôles parentaux et sur le développement du rôle beau-parental. Le principal avantage du site Internet développé par notre équipe est que les couples, parents et beaux-parents n'ont pas à initier plusieurs recherches pour avoir des réponses à leurs questions. À notre connaissance, il reste le seul site Internet francophone offert gratuitement, permettant d'accéder à des informations aussi complètes sur les défis vécus par les familles recomposées et sur les stratégies pour faire face à ces défis. Ce site novateur favorise le transfert de connaissances issues de la recherche vers le grand public en utilisant ce qui peut être considéré comme un outil moderne de prévention. Le développement de tels sites pourrait d'ailleurs s'avérer une voie d'avenir pour mettre à la disposition du grand public des informations scientifiques nuancées et complètes sur des sujets très variés. En terminant, je vous invite à consulter le site Internet www.famillerecomposée.com pour en savoir plus sur les défis des couples, des parents et des beaux-parents de familles recomposées, ainsi que sur les stratégies qui peuvent être utilisées pour faire face à ces défis. Je vous remercie de votre attention jusqu'à maintenant. Et maintenant, je passe la parole à Elisabeth Godbout, qui abordera un autre type d'intervention innovante, soit les services psychojudiciaires qui sont offerts aux couples qui éprouvent des défis sévères lors d'une séparation. Alors, je te passe la parole, Elisabeth. Oui, merci Claudine. J'aborde le 3e thème d'aujourd'hui, les conflits sévères de séparation, qui est un autre défi là, que rencontrent les familles séparées, que certaines d'entre elles peuvent rencontrer. Et ici, je fais référence à une donnée que Marie-Christine a présentée plus tôt, à l'effet que la majorité des enfants qui ont vécu la séparation de leurs parents vont bien, se portent bien, mais qu'il y a un sous-groupe, une minorité d'enfants qui éprouvent davantage de difficultés. Et dans la recherche sur l'adaptation des enfants à la séparation et même dans la recherche sur l'adaptation des enfants en général, même dans les familles intactes, il y a un consensus à l'effet qu'il y a un facteur de risque majeur qui explique les difficultés d'adaptation de certains enfants, qui est l'exposition aux conflits élevés entre les parents.
Et ce risque-là est encore accru lorsque les conflits les concernent directement les enfants. Donc, les conflits qui sont associés à des problèmes d'adaptation comportent des expressions ouvertes de colère ou d'agression entre les parents, sont centrés sur l'enfant ou impliquent sa triangulation dans le conflit. J'entends par là des comportements qui visent à demander à l'enfant de transmettre des messages hostiles à son autre parent, par exemple, ou de poser des questions intrusives à l'enfant sur l'autre parent. Donc, c'est ce que j'entends ici par triangulation de l'enfant dans le conflit. Et depuis les 20-25 dernières années, la recherche s'est beaucoup développée autour du concept de conflit sévère de séparation, qui est aussi appelé séparation hautement conflictuelle. C'est un autre terme qu'on voit dans la littérature, sans que la définition de ce concept-là soit parfaitement claire. Donc, c'est un terme qui désigne, entre autres, des situations où les parents demeurent très hostiles et très méfiants l'un envers l'autre, des situations où les parents n'arrivent pas à communiquer de façon fonctionnelle entre eux après la séparation, lorsqu'ils n'arrivent pas à s'entendre pour prendre des décisions majeures concernant l'enfant, notamment, je fais référence à tout ce qui concerne le partage du temps parental après la séparation, mais c'est des parents aussi qui peuvent avoir de la difficulté à prendre des décisions plus mineures qui concernent plus le quotidien de l'enfant, donc toutes les petites décisions autour d'un enfant, son habillement, son alimentation, etc., qui peuvent susciter des conflits interminables. Dans les cas les plus graves, la méfiance entre les parents est telle qu'ils vont avoir recours de façon répétée à la protection de la jeunesse ou vont saisir la chambre de la famille à répétition dans un conflit de garde, par exemple. Et ils vont tenter au passage de s'allier les différents professionnels qu'ils vont rencontrer dans leur parcours dans les services. Les impacts sur les enfants sont également nommés dans la littérature sur les conflits sévères de séparation pour définir le concept. Donc, on décrit les enfants exposés à ces conflits sévères-là comme étant extrêmement souffrants, pris dans un conflit de loyauté intenable ou qui vont réagir à cette pression-là en rejetant un parent, donc dans la littérature là, qui concerne l'aliénation parentale, par exemple. Il y a des comportements violents aussi qui peuvent caractériser ces situations-là. Cependant, ces actes de violence-là associés aux conflits sévères doivent être ponctuels, associés au stress entourant la séparation ou bidirectionnels et circonscrits dans le temps. Donc, c'est très important de distinguer ce type de comportement violent-là des situations vraiment de violence conjugale qui comportent des actes de violence plus graves, qui s'inscrivent dans un pattern de violence et qui comportent un déséquilibre de pouvoir entre les ex-conjoints. Donc, cette distinction-là doit absolument être faite. Cependant, elle est très difficile à faire en pratique et c'est une question, là, toute la question de la jonction entre les conflits sévères de séparation et la violence conjugale qui suscite beaucoup de débats actuellement, tant dans les milieux académiques, de pratique et militants, et qui devrait être mieux éclairée par la recherche. En terminant, l'aspect temporel complète le portrait de ces situations-là. Typiquement, on va parler de conflits sévères de séparation lorsque l'hostilité entre les parents perdure dans le temps. Dans la littérature, il y a souvent mention du 2 ans post-séparation, au bout desquels la majorité des familles vont normalement retrouver un équilibre, alors que les familles qui sont aux prises avec des conflits sévères vont vivre des difficultés qui vont perdurer, qui peuvent même s'étaler sur plusieurs années sans baisser d'intensité. Donc, vous voyez, c'est un peu le portrait général de ce qu'on voit dans la littérature sur les conflits sévères de séparation. Donc, des choses assez variées. Donc, la définition même des conflits sévères de séparation manque encore de clarté. C'est un terme qui est qualifié d'ailleurs de fourre-tout dans la littérature. Il est donc difficile d'évaluer avec précision la prévalence de ce problème, mais il y a quelques données qui nous permettent un peu de l'évaluer. Donc, dans la population générale des familles où les parents se sont séparés, on sait qu'il y a de 25 à 35 des parents qui vont vivre plus de difficultés sur le plan coparental, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de la difficulté à coopérer pour tout ce qui comporte comment on va s'occuper des enfants, donc le travail d'équipe qui est attendu des parents, même une fois séparés. Donc, ces parents-là vont vivre plus de conflits et être peu coopératifs entre eux. On sait aussi que typiquement, la coparentalité conflictuelle qui peut s'installer après une séparation va se transformer avec le temps et à mesure que les enfants grandissent pour évoluer vers une coparentalité plus désengagée. Donc, avec moins de conflits, mais encore peu de coopération. Mais il y a des parents pour qui les conflits persistent et certains travaux montrent que c'est autour de 10% environ des parents dont les conflits vont perdurer 5 ans après la séparation. Il y a d'autres façons aussi d'examiner la prévalence des conflits sévères.
en observant à quel point ils sont présents en cours supérieur ou en protection de la jeunesse. Puis d'ailleurs, les conflits sévères de séparation ont été beaucoup définis en fonction de la surutilisation de ces services et aussi dans les écrits sur le sentiment d'impuissance, voire de frustration éprouvé par les professionnels dans ces services. Donc, j'entends par là les avocats, les juges, les intervenants psychosociaux, qui voient jamais avec cette clientèle-là de sortie de crise possible, qui se sentent parfois même manipulés dans ces situations-là, impuissants face aux difficultés de ces familles, etc. Donc, c'est un problème qui a été défini beaucoup en fonction de la difficulté dans les services de répondre adéquatement à ces problèmes-là. Donc, en cours supérieur, des dossiers qui sont davantage judiciarisés, c'est-à-dire qui vont aller à procès, représentent de 10 à 15 de l'ensemble des dossiers, comparativement à 90 là, des gens qui vont arriver avec un projet de convention qui vont faire homologuer ou bien qu'il n'y aura pas d'opposition faite à la demande d'un parent là, par rapport à la garde. Donc, on sait que ces familles-là sont minoritaires dans le système, mais qui vont occuper environ 90 du temps du tribunal, selon certains observateurs. Et il y a des données qui proviennent des États-Unis qui montrent que la judiciarisation plus élevée, là, en allant vers le sommet de la pyramide que j'ai représenté, va être associée à une coparentalité plus conflictuelle entre les parents. C'est une réalité qui est également bien présente en protection de la jeunesse, où il y a environ 12 de l'ensemble des dossiers de protection de la jeunesse investigués au Canada. Ça, c'est des données qui excluent le Québec, malheureusement, qui comportaient également un litige entourant la garde devant la Cour. Donc, lorsqu'on compare les dossiers en litige de garde et ceux sans ce type de litige, donc si on regarde vraiment le 12 on observe que ces dossiers-là se caractérisent par des réouvertures plus fréquentes de dossiers. Donc, loin de se régler avec le passage du temps, ces dossiers-là risquent de se retrouver à répétition dans les services de protection de la jeunesse. Et il y a plusieurs chercheurs et praticiens qui craignent que leur fermeture prématurée contribue à leur aggravation au fil du temps. Donc, dans ces dossiers-là, le 12 si on le compare à l'ensemble des dossiers, il n'y a pas plus de signalements qui sont jugés non fondés, mais parmi les signalements jugés non fondés, ils sont plus souvent considérés comme étant fabriqués ou faits de mauvaise foi. Et ce qu'on observe aussi, c'est davantage de problèmes de fonctionnement et de difficultés émotionnelles chez les jeunes, dans le 12 encore. Au Québec, le phénomène est mesuré différemment. Donc, en 2016-2017, il y avait environ 17 des signalements qui étaient retenus pour mauvais traitement psychologique en protection de la jeunesse et il y avait environ 19 de ce 17 %-là qui l'étaient en raison de l'exposition des enfants aux conflits sévères de séparation. Et on estime que ça représente plus d'1 millier d'enfants au Québec actuellement. Donc, bien que ces cas-là puissent sembler très minoritaires sur l'ensemble des dossiers, il faut savoir qu'ils mobilisent un temps d'intervention disproportionné. Par exemple, en protection de la jeunesse, les intervenants peuvent en arriver à jouer un rôle d'arbitre entre les parents pour toutes sortes de petites questions du quotidien chez les enfants. Donc, ça mobilise beaucoup de temps d'intervention et encore une fois, c'est très difficile de trouver une sortie de crise pour ces parents-là. Donc, quelques mots sur les conséquences pour l'enfant. Donc, si on s'intéresse de près à ce problème, c'est qu'il est considéré grave au point où il peut faire l'objet d'une intervention en protection de la jeunesse, comme je l'ai mentionné. Et il faut savoir que les difficultés d'adaptation des jeunes peuvent être importantes. Il y a des études qui ont spécifiquement ciblé des jeunes dont les parents sont en conflit pour la garde et considérés très conflictuels, qui montrent que ces jeunes-là obtiennent des scores plus élevés pour différentes difficultés, donc des symptômes émotionnels, problèmes de conduite, hyperactivité et inattention et problèmes avec les pairs. Ils atteignent plus souvent un seuil clinique sur ces difficultés-là que les jeunes de la population générale. Donc, en plus de l'exposition directe au conflit et parfois même à des actes de violence dans certains cas, ces difficultés peuvent s'expliquer de façon plus indirecte, donc par un ensemble de processus qui sont reliés au conflit interparental, notamment le stress que les conflits sévères entraînent aurait pour effet de rendre les parents qui sont pris dans ces conflits-là moins disponibles émotionnellement et moins sensibles aux besoins de leurs enfants parce qu'ils sont trop pris justement dans leurs propres difficultés. C'est des parents qui peuvent présenter davantage de symptômes dépressifs. Ils sont moins émotionnellement disposés à répondre aux besoins de leurs enfants et à faire usage de pratiques parentales qui sont appropriées. Ils sont aussi plus enclins à faire des enfants des confidents de leur détresse, qui peut, encore une fois, jouer sur les difficultés d'adaptation des jeunes.
Donc, maintenant que j'ai bien exposé le problème, que fait-on pour faire face à ce problème-là? Comment peut-on intervenir efficacement dans ces situations et faire en sorte de briser cette espèce de cristallisation du conflit dans le temps? Donc, il faut d'abord préciser qu'il existe différents services psychosociaux et juridiques pour les familles qui vivent une séparation. Et pour la très grande majorité des familles, les services qui sont universels, comme la médiation familiale, là, que je mentionne au passage, qui est gratuite pour 5 séances au Québec pour les parents qui se séparent. Donc, ces services-là suffisent pour permettre aux parents de réorganiser leur vie familiale et aller de l'avant. Cependant, les interventions qui sont présentes ici dans le continuum au premier ou au deuxième niveau sont difficilement envisageables pour les conflits sévères de séparation qui sont déjà présents. Puis on va souvent observer chez ces familles-là une mise en échec de la médiation et on va observer aussi que les programmes généraux d'éducation parentale vont rester trop en surface pour provoquer des changements chez ces familles-là. Mais il faut quand même garder en tête ces services-là universels dans une visée préventive de la détérioration de ces situations-là. Et je fais une parenthèse aussi pour dire qu'il faut continuer à innover en recherche et en pratique pour prévenir ces difficultés-là. C'est un des grands défis là, qui nous attendent dans les prochaines années. Maintenant, pour les familles où les conflits sévères de séparation sont bien installés, il faut envisager des interventions des niveaux 3 et 4 là, qui sont plus spécialisées, mais qui sont aussi malheureusement plus difficilement accessibles, donc et même voire inexistants dans plusieurs régions du Québec, donc plus difficilement accessibles pour les familles. Il faut notamment envisager dans les interventions plus efficaces pour les familles qui vivent des conflits sévères de séparation à proposer un encadrement judiciaire des services psychosociaux qui sont offerts, comme c'est mentionné ici dans les services plus curatifs et de protection. Comme par exemple avec la coordination parentale où il y a un intervenant qui est chargé de soutenir les familles dans l'application du jugement qui a été fait et qui peut interpeller le tribunal en cas de manquement de la part d'un des parents, par exemple. Donc, c'est un petit peu dans cet esprit-là que le protocole psychojudiciaire, parentalité, conflit, résolution a été créé et implanté à la Cour supérieure du district de Québec. Donc, dans cette idée d'encadrer de façon judiciaire l'intervention psychosociale pour lui donner davantage de portée. Donc, c'est une avancée très importante compte tenu de l'absence de ressources spécifiques pour ces familles qui se présentent en répétition en cours sans trouver de solution. Et c'est vraiment des praticiennes qui l'ont mis en œuvre, constatant leur impuissance à répondre adéquatement aux besoins de ces familles-là. Et je les salue au passage. Donc cette initiative-là a été mise en œuvre à partir de 2015 par la chercheuse et praticienne Francine Cyr et ses partenaires du milieu judiciaire, la juge Catherine Larosa, qui est maintenant juge en chef associée, et l'avocate familialiste de Québec, Sophie Gauthier, qui ont mis en place ce protocole-là. Et j'ai eu la chance de participer avec mes collègues à l'évaluation de la première et de la deuxième mouture de ce programme, donc la deuxième mouture qui est en cours actuellement. Donc, les familles qui sont référées à ce protocole d'intervention sont celles qui sont identifiées par le système de justice comme ayant épuisé toutes les ressources habituelles qui sont disponibles pour ces familles et pour lesquelles le système traditionnel ne convenait plus. Le protocole d'intervention vise à diminuer les conflits, améliorer la communication interparentale et protéger ou rétablir les liens parents-enfants lorsque le lien a été fragilisé ou il a été rompu. Donc, les besoins de l'enfant aux prises avec ces conflits-là est vraiment au centre de ces initiatives. Donc, il y a deux grands volets importants au protocole PCR. Donc, d'abord, les composantes psychosociales. Ce qu'on offre aux parents, c'est d'abord une intervention de groupe qui est suivie au préalable de l'entrée au protocole. Donc, ils suivent le groupe psychoéducatif Faire équipe pour les enfants, le groupe FEE, qui est d'une durée de 6 heures, qui vise à réduire le conflit parental et les interactions négatives entre les parents, à développer une meilleure coparentalité et aider les parents à accompagner leur enfant dans la séparation. Et après ce programme de base-là, on offre aux parents une intervention familiale personnalisée qui est donnée par un psychothérapeute et qui vise à les soutenir dans leurs habiletés parentales, à soutenir la famille dans la construction ou la reconstruction de liens positifs parents-enfants. Et donc, qui est d'une durée variable, mais de façon générale, on offre 45 heures de service aux familles qui entrent dans le protocole PCR. Il y a les composantes judiciaires. Donc, d'abord, élément très important, un juge qui est saisi du dossier, ce qui est rarement le cas d'emblée en cour supérieure, mais on l'offre aux familles qui participent au protocole PCR.
Et le but d'avoir un juge saisi du dossier et qui suit la famille dans le temps, c'est d'offrir une gestion personnalisée du dossier de la famille et donner une autorité et un cadre à l'intervention psychosociale parce que le juge suit la famille, est au courant de la situation et est en mesure d'intervenir si jamais il y a des manquements. Ensuite, l'autre élément de composante judiciaire, c'est le fait que les parents doivent être représentés par avocat obligatoirement et les avocats s'engagent formellement à travailler de façon collaborative avec les autres professionnels et à ne pas déposer une nouvelle procédure tant que dure le protocole. Donc, on suspend un peu le processus en cours qui est contradictoire pour aller vers une visée plus collaborative, même de la part des avocats qui abandonnent un petit peu leur rôle traditionnel pour être plus collaboratifs dans le cadre du protocole PCR. Donc, les parents s'engagent dans le processus de façon volontaire. Donc, c'est souvent vu par les parents et par les professionnels comme l'intervention de la dernière chance pour plusieurs familles. Et les parents, oui, s'engagent de façon volontaire, mais ils peuvent être aussi ramenés à l'ordre dans ce cadre serré-là, psychojudiciaire. Donc, c'est une intervention qui a une certaine poigne, à quelque part. Donc, c'est des composantes importantes, là, les composantes judiciaires et psychosociales, mais ça pourrait pas fonctionner sans une communication fluide entre tous les professionnels impliqués qui ont l'autorisation de communiquer entre eux, de tracer un bilan d'évolution de la situation familiale et d'apporter les ajustements nécessaires. Donc, la force du protocole PCR repose vraiment sur une communication interdisciplinaire qui permet une cohérence des interventions et une cohésion de l'équipe psychojudiciaire. Toutefois, puis c'est ce qui a révélé la première mouture du protocole PCR, le travail interdisciplinaire, c'est un véritable défi à relever pour les intervenants parce qu'on va demander aux professionnels de s'adapter, d'adapter leurs pratiques et de constamment revisiter leur rôle traditionnel pour développer cette synergie interdisciplinaire. Donc, c'est un protocole qui donne des résultats prometteurs et une lueur d'espoir à fonctionner autrement dans le système de justice pour offrir quelque chose de différent et idéalement quelque chose qui pourrait fonctionner et offrir une voie de passage pour ces familles. Donc, en conclusion, si je devais ramener là, tout ce qui a été vu aujourd'hui, ce qu'on a vu très, très rapidement, il faut garder en tête que la famille change, la famille est en mutation constante, l'opinion de la population aussi change rapidement, le droit et les politiques publiques doivent y faire écho et changer à leur tour. La famille change et ses besoins changent aussi et évoluent. Et comme chercheur, on doit être constamment à l'affût de ces changements-là et y faire face en proposant des interventions adaptées. Donc, adapter nos services de soutien et veiller à leur accessibilité. Donc, c'est le défi qui nous attend comme chercheurs et praticiens auprès de ces familles-là. Notamment, il apparaît nécessaire de s'assurer d'un continuum de services cohérent qui va de l'universel et préventif au plus pointu et spécialisé pour couvrir l'ensemble des besoins. Il faut réfléchir à une plus grande accessibilité aux services, dont par Internet, ce que Claudine a pu développer dans son programme. Et en ces temps de pandémie, c'est d'autant plus pertinent d'offrir des services qui peuvent être utilisés à distance. Il faut aussi développer de nouvelles façons de collaborer entre professionnels pour sortir de nos carcans habituels pour développer des solutions innovantes pour ces familles-là qui en ont bien besoin. Et pour aller plus loin, je vous invite à consulter le site du partenariat de recherche séparation parentale recomposition familiale qui non seulement présente des résultats de recherche de nos travaux, mais comporte une foule de ressources pour les familles, pour les enfants, pour les parents. Donc, je vous invite à aller visiter le site et l'explorer pour découvrir là, tout ce qu'il vous propose. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On a un petit peu de temps pour prendre quelques questions. Effectivement, un grand merci à vous, Mesdames Saint-Jacques, Parent et Godbout, pour cette conférence très intéressante et très complète. Donc, effectivement, on est rendu à une période de questions. Donc, comme je l'ai indiqué d'entrée de jeu, on vous invite à poser vos questions par écrit dans la section questions-réponses de l'application. Donc, vous pouvez y aller dès maintenant. D'accord. On a donc une première question ici. Est-ce possible que le protocole ne soit actif que dans la région de Québec? C'est le cas actuellement, oui. Donc, le protocole PCR a été implanté à Québec.
Maintenant, bon, il y avait des projets d'implanter le protocole ailleurs, notamment dans la région du Saguenay. Par contre, la pandémie a freiné là, nos velléités d'implantation dans d'autres régions, mais c'est encore, ça fait encore partie là, de nos projets. Donc, que ce protocole-là puisse être offert de façon plus large à d'autres populations. Excellent, merci. On a ici Mme Myriam Desmarquis qui se demande si on a des pistes pour le milieu scolaire. Je comprends un peu la question. En tout cas, je la comprends sous l'angle de comment aider les enfants à vivre les transitions familiales. Je vais peut-être y répondre dans cette perspective-là. Il y a un certain nombre d'années, il se faisait de l'intervention auprès des enfants de familles séparées en milieu scolaire. On sait que c'est un milieu de vie qui est important. Moi, je dirais qu'il y a comme deux cibles importantes. C'est que les enseignants, les éducatrices, les personnes des milieux scolaires qui accompagnent les enfants soient bien au fait et bien à jour de la réalité des enfants de familles séparées recomposées et puissent savoir là, comment on peut les soutenir dans cette transition-là. Ça, c'est le premier élément. Dans les interventions aussi qu'on a développées, qui sont vraiment intéressantes pour les enfants, c'est les interventions de groupe qui peuvent être aussi préventives, dans le sens qu'un enfant n'a pas besoin d'être en difficulté pour pouvoir profiter d'une intervention de groupe, des groupes de parole, en fait, hein, où des enfants qui vivent ces transitions-là familiales peuvent être avec d'autres enfants et en parler. À une certaine époque, mais je suis peut-être pas très à jour là, de cet inventaire-là, ça se donnait, c'était offert entre autres dans des écoles. Actuellement, c'est peut-être plus offert dans des organismes communautaires, mais l'école était un milieu, à tout le moins, qui était très accessible aux enfants. Alors, je dirais que c'est ça, c'est un milieu de vie très important pour l'enfant, l'école, et de pouvoir trouver des réponses, des groupes de parole et des personnes qui les accompagnent, qui les soutiennent dans ces transitions-là, ben, c'est vraiment leur donner une chance. D'ailleurs, dans l'adaptation des enfants, le fait de pouvoir avoir accès à du soutien et des interventions thérapeutiques aux besoins, c'est un des facteurs qui aide les enfants à bien aller. Parfait, parfait, merci beaucoup. Ici, Mme Godbout, tantôt, vous avez parlé du protocole PCR. Donc, il y a une question à ce sujet. Est-ce qu'il y a un établissement responsable d'appliquer le protocole PCR, par exemple la DPJ? Non, le protocole PCR est offert à la Cour supérieure dans le district de Québec. Il y a un programme en protection de la jeunesse qui s'apparente au programme PCR dont j'ai pas parlé aujourd'hui parce que je le connais moins bien, qui est offert aux familles suivies en protection de la jeunesse et qui vivent des conflits sévères de séparation qui sont référés à ce programme-là. Donc, pour ce qui est du protocole PCR, les familles sont référées directement par la Cour supérieure. Donc, il faut passer par ce canal-là pour avoir accès au service. Excellent. On a encore une autre question par rapport à ce protocole. Donc, on mentionne ici Mme Mélanie Vaillancourt. En cours supérieure, si l'un des deux parents refuse de participer à PCR suite à la demande de l'autre parent de profiter de ce service, est-ce que le juge au dossier peut imposer la participation au PCR? Non, comme je le mentionnais plus tôt, c'est un programme qui est volontaire. Hein. Donc, les parents s'engagent dans le protocole et on ne peut pas leur imposer cette participation-là. Par contre, je mentionnais aussi que souvent, les parents voient le protocole comme une genre de bouée de sauvetage. Donc, c'est comme le dernier... l'intervention de la dernière chance. Souvent, sont tellement pris dans des difficultés qu'on voit, les parents ont cette motivation-là quand même que les choses aillent mieux et attrapent cette opportunité-là. Donc, mais c'est un programme qui est volontaire. Excellent, merci Mme Godbout. Ici, peut-être une question un peu plus large. Donc, quand vous nommez la famille recomposée, est-ce que cette dernière implique la cohabitation uniquement ou cette dernière est également vue sous un angle où la famille ne vit pas sur le même toit? En fait, les définitions varient. Une famille recomposée, ça implique nécessairement qu'on a deux partenaires et au moins un enfant né d'une précédente union. On peut avoir une dynamique de recomposition familiale à temps partiel. Je dirais même que c'est assez fréquent. Par exemple, les deux partenaires ont des enfants d'une union précédente
et passent, par exemple, les fins de semaine ensemble, mais ont conservé pour un certain temps leur résidence respective. Donc, c'est pas nécessairement qu'on cohabite à temps plein. Par contre, si on cohabite jamais ensemble, ben là, c'est plutôt une conjugalité, ce qu'on appelle les live apart together. Donc, on vit chacun chez soi en étant un couple, mais la dynamique de recomposition, puisqu'il n'y a pas de contact du beau-parent avec les enfants ou très peu, on est dans autre chose. Mais ça aussi, ça reflète la diversité de comment on vit notre conjugalité en 2020, comment on peut même vivre une vie familiale uniquement de fin de semaine ou de vacances. Donc, il n'y a pas une définition, là. Excellent. Je pourrais ajouter quelque chose à ce niveau-là. C'est que dans les recherches, notamment les recherches américaines, souvent, c'est avec des couples qui vivent ensemble la recomposition familiale, avec des enfants sous le même toit. On a moins ces recherches-là dans lesquelles sont inclus des familles recomposées où les gens ne vivent pas ensemble de façon permanente. Ce que ça a pour effet aussi quand on vit sous le même toit, c'est que il y a comme une obligation de régler ces difficultés autrement en retournant dans son appartement quand ça va pas bien. Si on est dans la même maison, en plus, si on a acheté cette maison-là ensemble, ben il y a comme une contrainte à devoir régler nos difficultés puisqu'on peut pas quitter comme ça en raison de nos obligations, notamment en lien avec les achats qu'on a faits. Donc, il y a quand même des défis qui sont différents selon qu'on vit ensemble de façon permanente ou qu'on n'est pas ensemble tout le temps, comme plus à temps partiel. Quand on est plus à temps partiel avec l'autre, ben quand ça va pas bien, on retourne chez nous, on attend que la poussière retombe, puis on peut retourner avec notre amoureux dans la fin de semaine suivante. Alors, il y a quand même des enjeux différents. Excellent, merci. Donc, prochaine question. Madame Elisabeth Royer, donc, elle mentionne, ma question s'adresse principalement à Madame Elisabeth. Donc, en tant qu'intervenante dans un service de supervision des droits d'accès, je me questionne sur la façon de déceler un conflit sévère de séparation et de protéger l'enfant qui utilise nos services. Oui, excellente question. Puis Marie-Christine pourra peut-être aussi y répondre parce qu'elle s'est intéressée à la supervision des droits d'accès dans ses travaux. Comme je l'ai mentionné tantôt, les conflits sévères de séparation, c'est un concept qui est mal défini à l'heure actuelle, qui est un peu un concept fourre-tout. En protection de la jeunesse, ben c'est un petit peu le défi qui est présent. Donc, comment bien protéger ces enfants-là, comment prouver la compromission, par exemple, c'est tout un défi, là. Donc, dans les conflits sévères de séparation, il peut y avoir aussi une gradation de sévérité. Et dans certains cas, la situation est très grave et l'enfant a clairement besoin d'être protégé, là. Donc, je ne sais pas si je pourrais être plus claire, mais c'est ce qui me vient là, spontanément comme réponse. Je ne sais pas, Marie-Christine, tu pourrais rajouter? Bien, j'ajouterais peut-être quelque chose que si Lorraine Filion, travailleuse sociale, qui est dans notre partenariat, qui travaille dans le domaine des transitions familiales, puis qui travaille à aider les enfants qui vivent notamment dans des familles conflictuelles, qui sont séparées, elle dirait si on veut vraiment aider les enfants dans ces situations-là, il faut que les parents arrêtent d'être en conflit. Ça a l'air tout simple, là, mais c'est là qu'il faut mettre l'énergie. Donc, aider les enfants, si les conflits ne cessent pas, on s'en va nulle part. Donc, les droits d'accès supervisés, peut-être pour les gens qui connaissent moins peut-être ce type de service-là, c'est vraiment de permettre à des enfants d'être en contact avec un de leurs parents sous supervision ou alors d'échanger, alors de passer de chez papa à chez maman ou d'un parent à l'autre parent, en évitant que les parents se rencontrent et donc que ça puisse se faire de façon pacifique et que ce soit harmonieux pour l'enfant. Mais parallèlement à ça, les parents doivent entreprendre des démarches individuelles, etc., pour régler le conflit, parce que c'est le conflit à la base qui nuit aux enfants. Excellent. Parfait. Donc, encore peut-être une ou deux autres questions encore. Ici, on en a parlé un peu, mais il y a une autre question à ce sujet. Donc, lorsque vous parliez de coordination parentale et qu'une personne ferait un suivi et pourrait rapporter
des manquements aux tribunaux. Est-ce que vous faites référence au suivi DPJ? Autrement, quelle forme prend ce suivi? Privé, CIUS, etc. La coordination parentale que je mentionnais en exemple, en fait, elle est seulement accessible dans le district judiciaire de Montréal. Donc, quand je mentionnais tantôt que les services spécialisés sont pas disponibles partout au Québec, je fais un peu référence à ça. Et c'est vraiment un service associé à la Cour supérieure, là. Donc, c'est pas en lien avec la protection de la jeunesse. Et le suivi se fait au juge qui saisit du dossier là, dans ces situations-là. Donc, c'est dans cet univers-là là, que j'ai décrit ce service, qui a été développé ailleurs dans le monde, aux États-Unis notamment, et qui a été implanté par Francine Cirque et ses collègues. Et il y a d'ailleurs un rapport de recherche là, sur le site du ministère de la Justice à cet effet-là, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Donc, le service est disponible seulement à Montréal, malheureusement. D'accord, merci. Donc, une dernière question, puisque le temps file. Donc, Mme Vanessa Langlois-Girard demande, avez-vous des données sur l'adaptation des enfants en lien avec le déséquilibre des milieux chez l'enfant lors des gardes partagées, routine instable et incohérente chez un parent ou routine stable et encadrée chez l'autre parent, par exemple? Mm-hmm. Oui, en fait, j'ai pas en tête de données de recherche spécifiques sur le sujet. Donc, est-ce que l'enfant doit avoir la même routine chez ses deux parents? Je pense que c'est préférable si c'est le cas, si les valeurs éducatives sont les mêmes, si les routines sont les mêmes. Maintenant, est-ce que le fait de pouvoir conserver des liens importants avec ses deux parents, puis de passer du temps avec ses deux parents, surpasse pas les petites différences de routine ou de fonctionnement qu'il peut y avoir d'un milieu à l'autre, je croirais que la garde partagée est quand même valable à ce moment-là, même s'il y a des petites différences. Si le fossé est trop grand, ça peut effectivement poser certains risques, j'ai l'impression, pour les enfants. Mais je pourrais pas appuyer ce que je viens de vous dire par des données précises de recherche que j'aurai en tête actuellement, là. Peut-être que mes collègues ont des idées, là. C'est qu'en fait, les enfants sont capables de s'adapter à des changements comme les règles à l'école, les règles à la maison, c'est pas exactement la même chose. Si on est sur des choses accessoires, ça va. Mais c'est comme si on se donne un petit peu plus de trouble, hein. Si un endroit peut se coucher à 8 heures, puis à l'autre endroit à 9 heures, ben là, ça suppose que pourquoi? C'est le rationnel de tout ça. C'est sûr que si on passe vraiment si les écarts sont très grands, ben c'est les enfants ont besoin de routine, ont besoin de rituels. Alors, on facilite finalement l'adaptation des enfants si les deux milieux ont une façon de fonctionner qui est similaire, mais l'enfant peut tolérer une certaine dose de différence. Mais ce qui est important pour l'enfant aussi, c'est la qualité du lien qu'il a avec ses parents. C'est le fait d'être avec eux. C'est ça qui est un plus aussi dans la garde partagée. C'est de pouvoir maintenir ce lien-là, puis que ce soit un lien de qualité. Ça encore, la qualité de la relation parent-enfant, c'est un des facteurs les plus importants pour expliquer comment vont les enfants dont les parents sont séparés. Donc, retenons peut-être cet élément-là aussi là, qui est essentiel. Génial. Donc, encore une fois, un gros merci à vous trois pour la présentation. C'était super intéressant. Merci également aux participants. Donc, ma collègue vient de mettre dans le chat de l'application WebEx un lien vers la liste des professeurs, en fait, de la faculté, mais également ceux en travail social et criminologie. Donc, ça peut vous permettre, notamment, si le sujet vous intéresse, d'aller consulter les articles, les projets de recherche des différents professeurs à la faculté pour peut-être en apprendre davantage. Sinon, je vous rappelle également que la séance a été enregistrée, donc elle va pouvoir vous être réenvoyée. Sinon, en cette conclusion, je vous remercie encore. C'est très apprécié et j'espère que vous avez apprécié également cette séance.